Certibo, c'est la certification des immeubles bâtis pour l'eau. Et je pense que l'information vraiment importante à retenir, c'est que cette certification n'impose pas de nouvelles obligations, ni aux propriétaires, ni aux entrepreneurs. Le but est d'organiser le contrôle de législation existante en termes, d'une part, on va le voir, d'eau potable et d'autre part, de l'assainissement des eaux usées. Donc, pourquoi ce Certibo? Donc, comme je l'ai dit, c'est pour mieux gérer les risques liés au cycle de l'eau et surtout à cette intersection entre production et assainissement, c'est-à-dire à tout ce qui se passe au sein des constructions des habitations. Donc, tout le Certibo, toute la thématique, tout ce qu'on a développé tourne toujours autour de deux grands axes. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'eau en entrée ou l'eau intérieure, c'est-à-dire l'eau qui est distribuée avec tout le réseau à l'intérieur de la construction et les éventuelles connexions avec des eaux alternatives type eau de pluie ou bien des puits privés. Le deuxième grand volet étudié, c'est ce qu'on appelle l'eau en sortie, l'eau usée ou eau pluviale, c'est-à-dire tout ce qui est traitement et évacuation des eaux usées et pluviales de la parcelle vers le milieu récepteur. Certibo, on a dit pourquoi, le grand objectif, mais il émane aussi de différents constats. Donc, sur base de tous ces constats, de tout ce qu'on a dit, le gouvernement a décidé de mettre en place ce Certibo avec un décret d'avril 2019, un arrêté du gouvernement wallon, également décembre 2019, le tout effectif au 1er juin 2021. Donc, ce Certibo est entré en vigueur au 1er juin dernier en région wallonne. Donc, les enjeux, vous l'aurez compris, il y en a trois. Il y a l'enjeu sanitaire. Donc, tout d'abord, c'est le fait de pouvoir que l'usager à l'intérieur d'une construction ait accès à une eau la moins dégradée possible, donc pour des enjeux de santé publique au niveau de la construction, mais aussi, comme je l'ai dit, au niveau même d'un quartier, d'une ville, puisqu'il peut y avoir des pollutions d'une habitation vers le réseau public. Enjeu environnemental également. Donc, le but est d'avoir un environnement le moins pollué possible, ce qui passe par des habitations qui renvoient des eaux usées au bon endroit, des eaux dépolluées au bon endroit, donc qui respectent toute la législation en termes d'eau usée. Et enfin, un rôle très important aussi, qui est le rôle d'information, le fait d'informer le propriétaire de la construction des équipements qu'il a en termes d'eau potable et d'eau usée, dans le cas éventuellement d'une vente, également que le nouveau propriétaire soit au courant de ce qui se passe. Alors la question aussi qu'on se pose, que vous posez certainement, c'est pour qui? Pour qui ce Certibo? Donc obligatoire depuis le 1er juin dans deux cas. Donc pour les nouvelles constructions, donc tout usage, donc domestique, non domestique, toute nouvelle construction doit faire l'objet d'un Certibo. Et l'élément déclencheur, c'est la demande de raccordement à l'eau de distribution. Donc vous construisez, vous allez demander votre raccordement à l'eau de distribution à votre distributeur d'eau. Il vous indiquera que depuis le 1er juin, le Certibo doit être obligatoire. Une deuxième obligation, c'est pour les bâtiments publics, sous-entendu les locaux et les établissements où l'eau est fournie au public, et pas les bâtiments de propriété publique, pas forcément, c'est vraiment les locaux où l'eau est fournie au public. Et là, c'est obligatoire, mais avec échéance, c'est-à-dire que ces bâtiments publics doivent avoir fait leur premier Certibo pour fin 2027. Le contenu maintenant de l'audit. Donc, comme je l'ai dit, toujours les deux volets. Donc, pour le volet eau potable, le certificateur va vérifier que tout ce qui concerne le règlement général de distribution d'eau est bien respecté. Ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier qu'au niveau du compteur d'eau, la séquence est bien respectée. On va la voir par la suite. Donc, il y a certains éléments qui sont obligatoires au niveau du compteur d'eau. Le certificateur va vérifier que ces éléments sont bien présents, au bon endroit, bien placés, etc. Et ensuite, pour chaque point d'eau dans la construction, chaque robinet, chaque WC, chaque douche, il vérifiera également que les dispositifs anti-retour adéquats sont bien positionnés et il vérifiera pour chacun de ces points d'eau l'origine de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau de distribution ou de l'eau alternative? Il vérifiera également, dans certains cas, je ne vais pas le détailler, mais il faut une rupture de charge à l'évacuation, donc c'est des dispositifs bien précis. À certains endroits, il vérifiera également leur présence et informer la présence de canalisation en plomb au propriétaire. Le volet potable, voilà en gros sur terrain en quoi ça consiste. C'est vraiment vérifier sur base d'une checklist chaque point d'eau. Au niveau du volet eau usée, eau pluviale, c'est identifier les points produisant des eaux usées et des eaux pluviales. Ça, c'est assez simple. En gros, c'est les points d'eau ici, des points qui reçoivent de l'eau potable ou de l'eau de pluie, mais forcément, ils génèrent de l'eau usée ou de l'eau de pluie. Donc, une fois que ces points sont identifiés,
le certificateur va déterminer l'écoulement de ces eaux pluviales ou de ces eaux usées sur la parcelle. Donc, via les canalisations, il va essayer de retracer l'écoulement de la parcelle jusqu'à l'exutoire. Il va identifier tous les systèmes de pré-traitement, type fosse septique, dégraisseur, système d'épuration individuel, également les broyeurs ménagers, le tout pour déterminer forcément si l'habitation est conforme ou pas. Et comme on va le voir, il synthétisera toutes ces informations dans ce qu'on appelle un schéma synoptique. Donc, le but dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'est de fournir une information claire aux usagers sur l'équipement, leur équipement et la manière de l'utiliser. Donc, le propriétaire, cette fois-ci, une fois que le certificateur est passé, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit plusieurs documents. Tout d'abord, un formulaire d'attestation qui lui indique si le certificat est conforme avec remarque ou non conforme. Et avec cette attestation, il reçoit un rapport de visite qui, en gros, synthétise tout ce qui a été vu sur le terrain. Pour la partie eau potable, en gros, c'est toute la liste des équipements présents. Pour la partie eau usée, c'est également la liste des équipements plus le fameux schéma synoptique qui synthétise la situation de la parcelle. Un reportage photo, puisque le certificateur doit prendre des photos de tout ce qu'il voit sur terrain. Et enfin, une notice juridique, donc là, plus ce qui précise la portée et la validité du document, les aspects RGPD, etc. Et donc, comment ça se passe en cas de nouveau raccordement, donc de nouvelle construction? Le chantier est en cours. La personne va demander accès, va demander son raccordement à l'eau de distribution. Le distributeur va venir placer ce qu'on appelle un raccordement provisoire, donc qui permet de continuer les travaux, mais qui n'offre pas un débit normal. Donc, c'est un débit moindre que le débit normal, juste suffisant pour faire les travaux et pour que le certificateur vienne faire les tests liés à l'audit Certibo. Une fois ce test réalisé, si le Certibo est conforme, le certificateur Certibo va ouvrir le débit, donc va donner accès à l'eau au propriétaire. Et si le Certibo n'est pas conforme, ça demandera un deuxième passage. Et tant que le Certibo n'est pas conforme, la personne n'a pas accès de manière normale à l'eau. Donc ici, c'est plus facile de vous montrer par un petit schéma qui vous montre en fait la séquence au niveau du compteur d'eau. Donc ici à gauche, c'est les éléments qui sont placés par le distributeur. Donc le robinet d'arrêt avant compteur, les scellés et le compteur. Tout ce qui se passe après, c'est l'usager qui doit installer. Et donc, ce qui se passe, c'est que le distributeur d'eau, quand il va venir placer le raccordement provisoire, il va ouvrir à moitié seulement la vanne ici pour donner un débit d'environ 150 litres heure. Et le certificateur, lorsqu'il passera et que le Certibo sera conforme, il ouvrira totalement la vanne de sorte à donner le débit de 300 litres heure au propriétaire. Tant que ce n'est pas conforme, la vanne restera ouverte à moitié et scellée pour empêcher le propriétaire de pouvoir l'ouvrir et se donner accès à l'eau lui-même. Donc voilà comment ça se passera en gros en pratique au niveau de l'installation raccordement. D'autres éléments importants de la législation Certibo, importante pour le demandeur du Certibo, c'est qu'il doit tenir à disposition tout un tas de documents, notamment les plans de l'immeuble. Par exemple, en assainissement collectif, il devra fournir l'autorisation de raccordement et les photos du chantier. Il devra fournir éventuellement la dérogation de raccordement. Donc, s'il ne sait pas se raccorder, il y a une procédure de dérogation qui est possible via le SPW. En assainissement autonome, il devra fournir la déclaration ou le permis d'environnement du système d'épuration individuelle ou le cas échéant la dispense. Et enfin, s'il a un puits, il devra fournir la déclaration. Donc ça, c'est tous les documents que le gouvernement demande dans le cas de nouveaux raccordements avec Certibo. Nous, on a ajouté d'autres documents facultatifs, mais qui faciliteront le travail du certificateur, comme le permis d'urbanisme, certaines autres dispenses, la dérogation d'infiltration à l'eau pluviale, on en discutera par la suite. Donc ici, tous des éléments qui facilitent le travail du certificateur. Alors, quand a lieu le passage du certificateur sur terrain? Il a lieu quand l'installation privée de distribution est réalisée et quand tous les équipements nécessaires à la gestion des eaux usées sont présents et fonctionnels, puisque le certificateur va devoir réaliser des tests. Donc, il faut que tous les équipements, s'il y a une fosse septique, qu'elles soient installées, s'il faut un raccordement à l'égout, qu'ils soient installés. Donc, c'est seulement à ce moment-là que le certificateur peut passer. Et je rappelle ici l'importance de faire des photos sur chantier, donc quand ce n'est pas encore enfoui, pour justement faciliter le travail du certificateur dans la détermination de l'écoulement des eaux à la parcelle. La validité, c'est très simple. Le Certibo, une fois qu'il est réalisé, est valable à vie, sauf en cas de modifications majeures qui sont listées dans le code de l'eau. Donc, une fois que vous avez fait un Certibo, il est valable tout le temps, sauf si
vous réalisez une de ces modifications, que ce soit en eau potable ou en eau usée, votre Certibo n'est plus valable. Ça ne veut pas dire que vous devez en refaire un. Ça veut dire que vous ne pouvez plus l'utiliser comme pièce justificative, par exemple lors d'une vente. Donc, à vous, une fois qu'il n'est plus valable, de décider si vous le refaites ou pas. En tout cas, il n'y a pas d'obligation d'en refaire un. Donc, au niveau de l'audit eau intérieure, donc, comme je l'ai dit, c'est respecter le règlement général de distribution d'eau, plus tout ce qui est prescription technique au sein de Belgaqua. Donc, Belgaqua qui était une ASBL belge du secteur de l'eau, qui dans son répertoire, en fait, indique toutes les protections pour chaque équipement. Et donc, le certificateur doit systématiquement avoir ce répertoire-là avec lui pour pouvoir auditer l'habitation et dire, OK, j'ai tel équipement, est-ce que, selon les prescriptions techniques Belgaqua, cet équipement est conforme? Est-ce qu'il a la bonne pièce pour éviter le retour d'eau? Donc, voilà un peu, ici, au niveau de l'eau intérieure, les prescrits légaux à vérifier. Au niveau de l'assainissement, ben, c'est le code de l'eau. Donc, c'est-à-dire la partie, le chapitre 2 du code de l'environnement, où on a toutes les obligations en termes d'eau usée et d'eau pluviale. Obligations qui se ventilent, en fait, selon différentes thématiques. Le code de l'eau, voilà, est très, très long. Il y a beaucoup de prescriptions. Donc ici, j'ai voulu juste synthétiser en une dia les grandes thématiques sur lesquelles vous pouvez avoir différentes obligations. Donc ici, c'est pour le contenu légal. Maintenant, en pratique sur le terrain, quels sont les points d'attention? Qu'est-ce que va vérifier le certificateur? Donc, il va vérifier au niveau de la conservation de la qualité de l'eau dans le logement. Il va vérifier, par exemple, la canalisation en plomb, puisque ce n'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé d'avoir des canalisations en plomb, puisque ça peut dégrader la qualité de l'eau à l'intérieur de la construction. Donc, première vérification du certificateur, ça va être au niveau de plutôt bactériologie et canalisation d'eau. Deuxième point, il va vérifier ce qui se passe à l'entrée de l'eau dans le logement, donc tout ce qui est au niveau du compteur. Il va vérifier aussi tout ce qui concerne les ressources d'eau alternatives, donc eau de pluie ou eau de puits. Il va en point 4 vérifier tout ce qui est chauffage et eau chaude sanitaire. En 5, tout ce qui est traitement domestique de l'eau, type adoucisseur, filtre, etc. Point 6, les lavabos et les WC. Et donc, en point 7, c'est tous les autres équipements, comme je vous ai dit, par exemple, système incendie, four à vapeur, etc. Donc, ici, c'est en gros les 7 grandes thématiques qui vont être abordées dans le Certibo en matière d'eau potable. Et donc, dans chacune de ces thématiques, il y a des prescriptions bien précises à respecter. Des exemples ici au niveau du raccordement à l'eau. Donc, c'est ici une séquence 3D de celle que je vous ai montrée précédemment. Vous avez la partie distributeur avec le robinet avant compteur, le scellé et le compteur. Donc là, jusqu'à ce niveau-là, le distributeur est sûr de la qualité qu'il fournit, très bonne qualité de l'eau. Par contre, tout ce qui se passe après est de la responsabilité de l'usager ou du propriétaire. Donc, c'est lui qui doit installer tout ce qui suit, avec l'obligation d'installer ce fameux système, ce fameux clapet anti-retour, vraiment celui-là, le type EA, qui empêche le retour d'eau de l'habitation vers le réseau public. Donc, si le certificateur ne voit pas ce clapet, c'est une non-conformité, il ne pourra pas ouvrir l'eau au propriétaire. Vous avez par exemple des cas ici qu'on rencontre sur terrain. Donc ici, au-dessus, vous n'avez carrément pas de clapet. Donc, vous avez le compteur, la vanne, et vous n'avez pas de clapet. Donc, ici, en gros, l'habitation n'est pas protégée contre un retour d'eau. Donc, c'est une ancienne habitation, donc il n'y a pas de contrainte ouverture, fermeture d'eau, mais en tout cas, c'est une non-conformité majeure qui impliquera l'appel au distributeur d'eau qui devra venir avertir le propriétaire de se mettre en conformité parce qu'il y a un danger pour, d'une part, lui, mais également pour son quartier. Ici, un deuxième cas qu'on rencontre, c'est que le clapet, il est bien là, mais il est mal positionné. Donc, il devrait être situé après la vanne ici d'arrêt. Donc, c'est aussi une non-conformité qui n'est pas majeure cette fois-ci, puisque le clapet est bien là, mais il est mal positionné. Donc, c'est également une non-conformité au rapport Certibo. Au niveau des eaux alternatives, il va vérifier qu'il n'y a pas de connexion. Donc, voilà typiquement une connexion qu'on retrouve dans de nombreuses habitations. Donc, ici, c'est une habitation récente de 2018. Il y a cette connexion qui est pourtant interdite. Ça signifie qu'ici, le Flexi permet de relier le réseau de distribution au réseau de pluie. Donc, s'il n'y a plus d'eau dans la citerne, on ouvre la vanne et alors l'eau de distribution va aller dans le circuit d'eau de pluie interdit puisque vous avez une pollution des canalisations. Et s'il n'y a pas le EA, il peut y avoir un retour de cette eau
vers le réseau public. Et même s'il n'y a pas de EA, s'il y a un EA, pardon, il peut y avoir un retour entre différents points d'eau, donc d'une cuisine à une salle de bain. S'il y a une différence de pression en raison de travaux éventuels, il y aurait une pollution à l'intérieur du logement. Donc ça, c'est strictement interdit. La solution, c'est séparer physiquement ces deux réseaux et d'installer, par exemple, un robinet dans la buanderie qui permet d'alimenter directement la citerne en eau de distribution lorsque la citerne est vide. Mais dans aucun cas, il faut connecter les deux réseaux. Donc ça, c'est vraiment une non-conformité qu'on rencontre très, très souvent sur le terrain. Pour l'assainissement, j'ai ici repris de manière très, très synthétique les points d'attention à avoir. Mais au niveau de l'assainissement collectif, une obligation depuis juillet 2003, c'est de séparer les eaux usées et les eaux pluviales à la parcelle. Donc deux réseaux également distincts. En assainissement collectif, je l'ai dit, l'obligation de base, c'est de se raccorder à l'égout. Avec, bien entendu, il y a des dérogations possibles. Et si on n'a pas d'égout, ou si l'égout n'arrive pas à une station, il faudra installer une fosse septique bypassable. Donc ça, c'est les deux grandes obligations de base. Depuis 2017, une nouvelle obligation, c'est respecter une hiérarchie dans l'évacuation des eaux pluviales. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'abord infiltré les eaux à la parcelle. Si on ne sait pas infiltrer, envoyer ces eaux soit vers une autre surface, soit une voie artificielle d'écoulement. Et si on ne sait faire ni le point 1 ni le point 2, à l'égout. Mais le certificateur Certibo vérifiera que si vous aurez envoyé à l'égout ou en autre surface, vous avez un justificatif qui montre bien que vous ne pouvez pas infiltrer, type test à l'infiltration ou un engagement de l'architecte ou de l'entrepreneur qui dit que vous ne pouvez pas infiltrer. Sans ça, ça sera une non-conformité également, puisque vous ne respecterez pas la hiérarchie instaurée depuis 2017. Et important en collectif aussi, c'est qu'on évite et on proscrit, voire on interdit les systèmes d'épuration individuelle, à part dans certains cas bien précis, puisqu'en installant des systèmes d'épuration individuelle dans des zones qui devraient être collectées pour être épurées de manière collective, vous retirez une charge qui a été dimensionnée dans la station d'épuration. Et donc, en gros, tout cela implique, comme je l'avais déjà évoqué, des ouvrages collectifs qui fonctionnent assez mal, puisqu'ils ne reçoivent pas la charge polluante pour laquelle ils ont été dimensionnés. Pour l'assainissement collectif, voilà les 4 grands points d'attention. Et pour l'autonome, l'obligation de base, c'est d'installer un système d'épuration individuel agréé. Donc, il y a des agréments qui existent et c'est obligatoire maintenant d'avoir un SUI agréé. Et de même qu'il y avait une hiérarchie eau pluviale en collectif, il y a une hiérarchie ici en autonome pour l'évacuation des eaux usées épurées. Donc, les eaux en sortie de système d'épuration individuel doivent également respecter cette hiérarchie, infiltration, voie artificielle d'écoulement et en dernier recours, puits perdant. Donc, voilà les grands points d'attention ici pour le volet assainissement. Et en pratique, sur terrain et à l'issue de l'audit, voilà à quoi va ressembler le fameux schéma synoptique que le certificateur doit remettre au propriétaire et qui synthétise tout ce qui se passe au niveau de la parcelle. Le but est de dessiner de manière vraiment schématique le bâtiment, les points d'eau, donc cuisine, par exemple ici, salle de bain, WC, et l'écoulement des eaux. Vous voyez ici que les eaux arrivent dans une fosse septique et que la fosse septique, ensuite, les eaux vont s'écouler vers un égout. Et que pour les eaux pluviales, les descentes de toit sont représentées ici. Ça arrive en citerne et puis c'est infiltré. Donc le délivrable, il faut savoir qu'il existe une plateforme informatique destinée aux certificateurs sur lequel ils encodent tout ce qui va sur le terrain et l'encodage est ensuite automatisé pour être transformé en différents documents. Donc il y a la fameuse attestation qui reprend une page, qui donne la conclusion du Certibo, le rapport dont je n'ai pas mis d'extrait ici, mais qui synthétise en gros tout ce qui a été visité, et le reportage photo, qui reprend chacune des photos effectuées par le certificateur avec la légende, et donc le propriétaire sait à quel équipement se rapporte quelle photo. Donc il a vraiment un délivrable très complet. Tout ce qui a été vu et photographié se retrouve de manière exhaustive dans ce rapport de visite. Un point important, c'est que le Certibo n'a pas d'impact sur le prix de l'eau. Donc sur la facture d'eau, il n'y a pas d'impact puisque le système est autonome financièrement. L'audit est à charge du demandeur, montant libre qu'on estime fixé par le marché. Au niveau du certificateur, il se forme via des centres de formation agréés par la SPGE et il paye lui-même sa formation. Donc la SPGE et le système n'intervient pas du tout dans la formation et il doit rendre à la SPGE un droit de dossier qui va justement participer au financement du système Certibo.
Et enfin, le certibo en lui-même coûte 25 € au certificateur, c'est-à-dire que pour chaque certibo réalisé, la SPGE perçoit 25 €. Ces 25 € permettent donc de financer tout le système, la mise à jour des données, la gestion de la base de données, tout ce qui est infosession, sciences d'information, le contrôle des certibos, les outils développés. Donc tout ça fait que le système est autonome et qu'il n'y a pas d'impact sur la facture de l'eau pour le particulier. Les différents outils mis à disposition, ils sont continuellement en évolution, en adaptation, on en crée sans cesse de nouveaux. Pour le moment, ce qu'il y a, c'est l'application cartographique disponible sur le site de la SPGE. Comme je vous l'ai montré, vous tapez l'adresse, vous voyez les obligations en termes eau usée, eau pluviale. Il y a un site web, certibo.be, qui reprend toute l'info administrative et technique et qui renseigne notamment ces fameuses fiches techniques élaborées par Aquawal, dont je vais vous présenter la légende par la suite. Et en plus de ces fiches, c'est tout nouveau, il y a également des vidéos. Il y a une vidéo par exemple sur comment se raccorder à l'égout, une vidéo sur comment placer un système d'adoucissement d'eau conforme au Certibo. Donc toutes des petites vidéos qui accompagnent nos fiches techniques. Ces fiches techniques, il y en a il y en a 10 ventilées pour deux publics différents. D'une part les installateurs, donc plutôt professionnels, et d'autre part les usagers. Et pour vous montrer ces fiches, des exemples ici. Pour l'eau potable, il y a par exemple comment se raccorder à l'eau et comment avoir une entrée de l'eau conforme au Certibo. Donc, c'est ce que je vous ai montré avec la séquence du compteur. Tout ce qui est traitement domestique de l'eau, adoucisseur, filtre, comment les installer de manière conforme. L'eau alternative, citerne, puits, comment assurer la bonne déconnexion entre mes deux réseaux. Tout ce qui concerne le chauffage et l'eau chaude sanitaire, comment ces deux systèmes doivent être conformes, et une fiche sur tous les autres équipements qu'on peut retrouver en matière d'eau potable. Donc, je vous invite fortement à aller consulter ces fiches qui sont vraiment très, très bien détaillées au niveau technique et qui synthétisent et qui même vont plus dans le détail que j'ai expliqué ici précédemment. Et pour l'eau usée eau pluviale, pareil, plusieurs fiches. Comment se raccorder à l'égout, que faire de nos eaux pluviales, que faire de son SEI, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans une zone de protection de captage. Donc également, pour chacune de ces fiches, des prescriptions purement techniques, avec également des conseils de la part d'Aquawal, qui a rédigé toutes ces fiches en format PDF téléchargeable sur le site web. Voilà, et je crois que c'est ce qui clôture cette séance de présentation de Certibo. Donc, au niveau des contacts, on a le site, on a une adresse mail, on a également un numéro vert que je n'ai pas indiqué, mais que je peux vous donner. Donc, c'est le 0811 250, où donc on a une collaboratrice qui répond à toutes vos questions et qui vous oriente vers les prestataires techniques en cas de réponse, de questions vraiment plus complexes. Donc, on répond à toutes vos questions via ces différents canaux de communication.